Guerre en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi met en place une task force sécuritaire sous son autorité directe. C'était le vendredi 5 juillet dernier, une semaine après la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Dans l'entretemps, la Belgique a exprimé sa satisfaction suite à l'annonce d'une trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, une trêve, comme vous le savez, négociée par les États-Unis auprès du mouvement rebelle M23 RDF. Et également la démission de Rishi Sunak, annoncée le 1er juillet, a secoué le paysage politique britannique. Est-ce que cette démission a des conséquences directes avec la politique du Rwanda? Nous allons le voir dans cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Forums des médias de ce dimanche. Alors, pour y arriver, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. Surtout, cette équipe, avec un élan patriotique très prononcé, est toujours là pour répondre à l'invitation des Forums des médias pour vous servir. Je m'en vais donc les saluer. Messieurs Lokaka, Jean Lokaka, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Tout va bien, merci pour l'invitation. Voilà comment vous êtes beau, là. Oui, parce que vous n'avez pas votre chapeau. On découvre la beauté à mon mobile. Merci infiniment. Je salue les co-débatteurs, les Congolaises et Congolais qui nous suivent, les expatriés qui travaillent pour la République démocratique du Congo comme seconde patrie, et à tous les Congolais de participer à la culture politique de participation et de cultiver une culture ayant trait au patriotisme rénovateur. Okay. C'est-à-dire, nous devons protéger la terre de nos aïeux et la rebâtir. Alors, comment vous faites votre entrée de ce soir? Les biscuits. Oui, l'entrée de ce soir, je vous remercie sincèrement, mais je suis en train de méditer le porte-parole de l'armée de mon pays. Je me dis, il faut une organisation sérieuse, au-delà de communication, au-delà de réunions. Quand le porte-parole de l'armée communique que nous n'avons pas des unités combattantes organisées, en termes de FATASE, de commandos, de paracommandos, de snipers, de la force navale d'Irebou et de l'Équateur, force aérienne, je me demande l'aéroport de Ndolo, c'est que ça revient avec combien de types d'appareils. Je crois qu'il y a une interpellation au niveau national de revisiter le plan stratégique militaire, parce que dès lors que l'armée n'est pas bien organisée, nous ne pouvons pas être comme d'autres unités, d'autres forces négatives. Une armée organisée serait dans son équipement, dans son armement et dans la socialisation et l'intégration des troupes des combats. Et je pense qu'à ce niveau-là, il est important de lancer un appel au gouvernement de mon pays, au lieu de crier, parce que nous avons tendance de crier le Rwanda, mais voici le fait interne d'organisation, d'équipement de l'armée, avec un sursaut patriotique que si ce n'est pas organisé, il faut mettre les moyens. Nous avons ce que nous appelons la procédure d'urgence. Nous avons le crédit additionnel pour le Parlement, parce que vous avez le Parlement du pays. On peut présenter le budget ou le programme des 5 ans. Mais s'il y a encore des problèmes qui se posent dans le pays, le chef du gouvernement a l'obligation de rentrer au Parlement pour présenter l'urgence de l'armée afin qu'on puisse allouer un crédit additionnel consistant dans l'équipement, dans l'organisation de l'armée pour combattre l'insécurité. Je crois qu'à ce moment ici... Merci beaucoup, parce que là, votre entrée sera les plats consistants aujourd'hui dans cette émission. Donc, on va encore vous redonner la parole
pour insister là-dessus par rapport à la crainte que vous avez manifestée sur ce qu'avait déclaré le commandant de l'armée. Oui, Maître Djagas Djamba, bonsoir. Bonsoir Madame Josette Kaya. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les Congolais, ceux qui veulent que les choses changent. Il y en a qui ont dit qu'ils vont vous accompagner dans ce combat de l'ONATRA. Effectivement, Madame, j'ai besoin de l'accompagnement de tous. J'ai besoin d'un assaut patriotique et populaire pour le combat ici pour relever l'ONATRA. Vous savez que le président de la République a confié au fondateur de ma formation politique, Jean-Pierre Bemba, les secteurs de transport. C'est comme ça que je fais de l'ONATRA parmi mes engagements les plus farouches. Et en parlant de l'ONATRA, ici, je voudrais dire, informer au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, il y a une des villas de l'ONATRA qui a été spoliée le 19 avril 2006. C'est sur l'avenue Frésias, numéro 124A. L'avenue Frésias où vous habitiez avant de devenir président de la République à Limité. Sur cette avenue, il y a 3 avenues qui occupent 10 maisons de l'ONATRA. Gerberas, Frésias, Bégonias. Sur Frésias 124A, cette villa a été spoliée. Pourquoi je le dis? Parce que l'ONATRA, en tant qu'entreprise de l'État, avec État comme actionnaire unique, la procédure de désengagement ou de désaffectation de patrimoine de cette entreprise n'a pas été respectée. Mais nous avons vu en date des 19, j'insiste, 19 avril 2006, cette maison être spoliée. J'ai vu Mikaï à l'époque, qui était mandataire à l'époque, venir. Il a constaté, il sait de quoi je parle. Je voudrais que vous puissiez mettre en place une équipe forte, accompagnée de votre pouvoir, pour voir comment est-ce qu'on peut remettre ces biens dès l'ONATRA à l'entreprise. Et je ne cite que ces cas, mais il y a des milliers de cas, des maisons de l'ONATRA qui, jour après nuit, sont en train d'être spoliées. Et alors, je vous dis... Pour l'ONATRA, on appelle ça, c'est une entreprise, un canard boiteux. Donc ce sont les gens qui y ont manifesté cette volonté, en tout cas inouïe, de pouvoir détruire cette société. Parce qu'il est parmi les entreprises qu'on appelle, qu'on dénomme, qu'on qualifie de canards boiteux. Alors quand vous dites tout ça, vous parlez des villas qu'on a spoliées. Finalement, qu'est-ce qui reste dans l'ONATRA? Madame, je vous dis que l'ONATRA a été victime de ce qu'il convient d'appeler l'omerta, dans la destruction du tissu immobilier de l'entreprise en termes d'exploitation et en termes de tout ce qu'il y a comme trafic aéroportier. Et je vous dis aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, je m'adresse au président de la République, si à moi on confie cette entreprise en tant que directeur général, dans les 3 ans qui viennent, si l'entreprise n'est pas remise sur les rails, je vais déposer ma démission parce que je connais l'entreprise. Avec beaucoup de modestie, je le dis, je ne suis pas les plus grands experts en matière de transport, mais en ce qui concerne l'ONATRA, je connais véritablement où se trouvent les failles, comment est-ce qu'on peut relancer, où est-ce qu'on peut toucher pour redresser l'entreprise de sorte que le personnel puisse progressivement revenir avec le système de la paie dans le mois, pour que l'entreprise puisse revenir progressivement avec l'exploitation de la voie ferrée, pour que l'entreprise puisse revenir progressivement avec l'exploitation de la voie fluviale, parce qu'à l'époque, à l'ONATRA, il y avait les bateaux cargo, il y avait les bateaux courriers. Aujourd'hui, ça n'existe plus, on n'en parle même plus. Et je dis des choses comme ça en passant, parce que je ne peux pas tout dire ici, faute de temps, mais si on me confie cette entreprise dans les 3 années qui viennent, je le dis devant le président de la République, devant la caméra, je vais relancer cette entreprise. Et aussi, je vais demander au monsieur le président de la République, je vais insister, j'implore, monsieur le président de la République, avec tout le respect que je vous dois. Nous sommes Union Sacrée, nous sommes MLC, nous vous accompagnons dans votre vision. Je ne voudrais pas que les générations futures nous traitent des nuls. Si à l'époque de Kassavoubou, monsieur le président de la République, il y a eu ce qu'on a qualifié des voleurs rudimentaires, si à l'époque de Mobutu, il y a eu ce qu'on a qualifié des voleurs amateurs, et avec les régimes de la Kabylie, on a connu des voleurs professionnels, je crains, monsieur le président de la République, qu'on puisse se qualifier notre régime à nous des voleurs légendaires. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est chaque jour où on entend 1 million est parti, 2 millions est parti, 3 millions, 4 millions et j'en passe. Monsieur le président de la République, donnez à ceux qui ont le souci de la patrie la gestion de ces pays dans le domaine des finances publiques. Il y a ceux qui sont prêts pour gérer les finances publiques de ce pays avec orthodoxie et parcimonie pour que finalement les finances publiques de la République soient redressées. Et moi, je suis d'ailleurs prêt, je suis partant pour le fait que, monsieur le président de la République, on attrape un individu
civil ou militaire, qui pille les deniers publics de la République, si c'est un militaire, on le fusille. Si c'est un civil, on les pend sur la place publique. Je crois, Monsieur le Président de la République, vous le savez autant que moi, qu'on dit souvent, au mot profond, il faut des solutions draconiennes et drastiques. Nous devons passer dans cette phase comme Mao l'a fait en Chine. Et si on ne les fait pas, nous allons descendre, nous allons vivre cette dégringolade à un point où nous allons exploser et la République va exploser. Monsieur le Président de la République, voici mon cri d'alarme. J'insiste, l'ONATRA en 3 ans, moi je vais lancer ça. Monsieur le Président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Nous allons accompagner, j'ai ici, en tout cas des personnes ressources, chacun dans son domaine. Il n'y a qu'à jeter un regard très, comment je peux dire, patriotique pour choisir parmi les analystes et forums des médias pour briguer des postes de responsabilité, avec beaucoup de responsabilités. Oui, merci. La probité morale, ouais, nickel. Je reviendrai avec la même rengaine. Ouais. Ben, avant d'y aller, ben, je vais d'abord faire un petit prolongement par rapport à ce que notre ami a dit sur le transport, sur l'ONATRA. De l'ONATRA. Moi, j'irai au niveau, oui, mon fils, puisque j'ai connu son oncle, Djamba. J'ai connu Djamba, ouais. Saint-Michel, à Bandal. Et puis, je reviens sur les transports. Pour l'appuyer, en parlant de l'ONATRA, sachez qu'en 60, l'ONATRA, gardez bien les chiffres, avait plus de 186 bateaux, sans compter le nombre de locomotives et de wagons au-delà du bâti. Souvenez-vous aussi que l'ONATRA était parmi les pourvoyeurs de l'État. Quand l'État avait besoin d'argent, c'est l'ONATRA qui venait donner l'argent, payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, l'ONATRA demande à l'État d'intervenir pour payer les arriérés des salaires. Ça pose un problème. On est dans un État qui, je me demande, qui s'effiloche d'une année à l'autre, ça s'effiloche. On va vers l'inexistence même de l'État réel. On a un État, dans ses formes, comme un État normal. Mais ce n'est plus un État normal, c'est un État factice. On le voit chaque jour où l'administration n'existe plus, où l'administration rencontre l'administration dehors, sous les arbres, là où il y a des arbres. Quand il n'y a pas des arbres, on vient vous chercher même au niveau du portail. C'est cette administration qui vient vers les usagers de manière inconsidérée. Donc, il y a aussi un problème. Quand on regarde la ville, province, capitale, Kinshasa, on est désolé, on dit où va-t-on? Il y a des grandes avenues qui desservaient la capitale, qui n'existent plus. Aller à Barumbu, aller à Kinshasa, aller à Lingwala, ça pose un problème. Même à ma campagne, c'est-à-dire Ngouma, où le président est descendu pour que les travaux avancent. Ça a avancé, mais ils ont laissé un petit trou. Un trou là, vers l'entrée de Montfleury. Ouais, c'est ce qu'on appelle en français un pied de nez. Ils sont en train de faire un pied de nez au président de la République. Admettons que la République n'ait pas pu honorer leurs honoraires ou du moins leurs factures. Mais ça, c'est un pied de nez au président de la République et à l'État congolais. C'est un petit exemple. Ça pose un problème. Il y a des routes avec plein de trous. Le route n'existe même plus. On est obligé maintenant de faire en sorte que nos véhicules deviennent amphibies, puissent être quand même de pouvoir naviguer dans des lacs, dans des eaux, dans la capitale, partout. Il y a un problème très grave. Mais moi, j'ai toujours demandé au président de la République de taper du poing sur la table, si possible, là où c'est beaucoup plus grave ou gravissime, qu'il tape le coup de pied dans la fourmilière, là où il y a plus de monde, puisque après tout, toute cette termitière-là, il faut que ça disparaisse. Avec le projet de l'actuel Premier ministre, qui part de bonne foi, etc., avec un projet qu'on peut soutenir. Mais si on laisse le mauvais comportement, on a volé en moins de 3 ans, plus d'1 milliard. Et le milliard, là, pouvait faire beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau de l'agriculture. Si on ne change pas de fusil d'épaule, on est à la dérive. Au niveau de l'économie, ici, je salue un de nos collègues co-débatteurs qui est nommé dans le groupe de l'actuel ministre de l'économie, Pati Lendo, que vous avez
le patriote qui est non seulement méritocrate, ouais, donc à qui je dis méritocratie, oui, puisque la méritocratie, on risque de ramener des gens qui méritent puisqu'ils ont été militants, mais le méritocrate qui est un vrai méritocrate qui respecte les 3 S que je préconise en complément de la méritocratie, le savoir-faire et le savoir-être. Et c'est le savoir-être qui tue ce pays. On a beaucoup de gens qui ont des compétences, qui ont étudié, mais pourquoi ça ne marche pas? Le savoir-être manque éperdument. Et donc il faut, bravo à lui, aux côtés du ministre Moukoko Samba. J'espère que cette fois-ci, au niveau de l'économie, on verra qu'au niveau des marchés, peut-être, je l'espère, que les prix vont être révisés à la baisse pour nos compatriotes. Je termine. Merci beaucoup, Madame Mami Ambongo. Vous allez bien? Ça fait... Bonjour, madame. Oui. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Vous vous embellissez davantage. Pour servir le pays. Voilà. Pour servir le pays et pour le servir aussi. Oui, servir le pays et que le pays me serve aussi parce que je suis patriote. Voilà. Si je dois parler d'un biscuit, je partirai sur ce que Gandhi vient de dire tout à l'heure. Il y a un mois, j'ai interpellé le gouverneur, le nouveau gouverneur, Daniel Bumba. Oui. Il gère une ville qui a plusieurs défis. Et nous sommes pendant la saison sèche, monsieur le gouverneur de la ville. C'est la période adéquate pour réhabiliter les routes. Vous avez été avec le chef de l'État concernant la rocade. La rocade n'est pas encore sortie des terres. C'est un projet que nous soutenons en tant que quinoise, parce que ça va alléger un peu en termes des embouteillages. Mais regardez les routes existantes. Les routes existantes ne sont pas en bon état. Il ne fait pas beau de circuler à Kinshasa, en tout cas marteler dessus. Vous voyez toutes ces entreprises à compétence provinciale, à compétence nationale, qui sont chargées d'arranger les routes, en tout cas qu'elles se mettent au travail parce qu'il ne fait pas beau de circuler à Kinshasa. Et ensuite voir le problème de l'insalubrité. Vous savez, monsieur le gouverneur, moi je vais vous évaluer après une année. Pas maintenant, même pas après 100 jours, mais après une année. Parce que la mégapole de Kinshasa, c'est beaucoup de travail. Vous vous rendez compte aujourd'hui, madame, c'est la saison sèche. Il y a recrudescence des moustiques, recrudescence des mauvaises odeurs. En tout cas, monsieur le gouverneur, mettez-vous au travail. Vous voyez même des moustiques ici sur la table. Vous voyez, c'est pas correct. Ça, il y en a là. Voilà. Ah, il y a un moustique là. Très gros là. Voilà. Ah, il est très gros quand même. Il risque même de me donner la malaria. Donc, tout ça, c'est Daniel Bumba. Oui, Daniel Bumba, mettez-vous au travail. On doit désintoxiquer. Merci beaucoup pour cette bourde. Oui, monsieur Harry, comment vous allez? Oui, je vais bien. Au rythme du pays, madame. Au rythme du pays, Congo Mboka Nanga. Congo Mboka, Congo ma nation, Congo mon pays, Congo ma patrie, Congo Litunga Diani, Congo Nitiango, Congo Bola Namono, Congo Mboka Nangai, Nakubundola, Pe Nakubatela Yango. Je salue le premier d'entre nous, le président de la République, à qui toute la nation a donné la responsabilité de conduire ces pays vers le bonheur. Madame, pour mon petit biscuit, vous savez que je suis un nationaliste et un ultra-patriote. Donc, je défendrai mon pays jusqu'au sacrifice suprême. Je voulais un peu encourager d'abord notre David, Jagaste Djamba, qui a lancé un défi au chef de l'État par rapport à la gestion des Lonatra. Là, il lance un défi. On voit, c'est quelqu'un qui a la maîtrise un peu de l'entreprise. Et il lance les défis comme David l'avait fait au roi, je ne sais pas si c'est quel roi là. À Goliath. Il a dit au roi, donnez-moi à Saoul, voilà. Permettez-moi d'aller, je vous ramènerai la tête de cet incirconcis. Aujourd'hui, Djamba et notre David, il dit au président, donnez-moi l'entreprise et je renflouerai les caisses de l'État. Et surtout que lui-même, il avait mis un accent particulier sur les postes de responsabilité qu'on doit donner à la jeunesse congolaise. Voilà. Donc il faut promouvoir, il a de l'énergie, il a de la force, il a de la maîtrise. Il lance un défi au chef de l'État et le chef de l'État, pourquoi ne pas le coopter parmi les dirigeants de cette entreprise? Ouais. Voilà.
Madame, je m'en vais mettre un accent par rapport à la guerre à l'est de notre pays. Vous savez, aujourd'hui... ça, c'est ça votre biscuit? Bien évidemment. Qui serait également une... Non, je parle ici de l'identité. Allez-y. Je prends l'aspect identitaire Ok. Qui pose d'énormes problèmes à l'est de la RDC. Vous savez, madame, le grand flux de la population aujourd'hui appelée Banyarwanda, qui sont l'ensemble de peuples Hutu et Tutsi, venus du Rwanda, transplantés en RDC. Une grande masse se concentre au niveau des territoires de Rutshuru, parce que dans le grand nord, là, parmi les populations qu'il y a là-bas, les Nandé, les Nyanga, les Hunde, les Tembo, la population Banyarwanda constituée de Tutsi et de Hutu sont aussi une population importante. Mais d'où vient cette population? Ce sont les populations qui sont venues de grands flux de 1920 et de 1940 comme main-d'œuvre pour travailler dans les plantations, dans les hautes collines de ces zones. Qui les ont amenés, ce sont les Belges. Et avec la répression de 1959 et de 1953 qu'il y avait au Rwanda, ça favorisait encore l'enflux, l'entrée de cette population, composée de Tutsi et de Hutu, dans ces grands nord, dans le nord Kivu. Et pour ça, je crois que la Croix-Rouge, l'État belge, le Royaume de la Belgique, à travers son ambassade, et le Haut Commissariat des réfugiés, ainsi que la Croix-Rouge, ils ont des archives qui parlent de ça et qui retracent même les zones que cette population a habitées. Je crois fermement, madame, hormis la force militaire qui doit résoudre ces problèmes, parce que ce sont des populations, ce sont les enfants, les fils et les petits-fils des ouvriers venus du Rwanda, qui aujourd'hui nous posent problème. Et une partie des populations transplantées par la volonté politique de la Belgique et de la Croix-Rouge, pilotées sous haut pilotage des hauts commissariats pour les réfugiés, les Nations Unies. Ils en savent quelque chose par rapport à ces dossiers. Et aussi les accords conclus entre Mobutu et Habyarimana, qui étaient des grands amis en politique et aussi en affaires. Parce qu'il faut les dire ici, l'éclaircir, Mobutu avait affecté une partie des terres à son ami Habyarimana pour être exploité. Et Habyarimana, quand il a reçu ces terres dans le territoire de Walikale et en Tonto, il avait amené une partie de la population Hutu pour travailler dans cette zone. Alors, avec le temps, ce qui est évident, c'est naturel aussi, avec le temps, les anciens ouvriers qui étaient venus ont fait des enfants, se sont mariés avec nos frères et nos sœurs, ils se sont mélangés. Et c'est une question difficile à résoudre. Non, mais on peut construire une identité. Je parle ici de l'identité. On peut construire cela. Et aujourd'hui, avec les ambitions belliqueuses mal placées du Rwanda et de l'Ouganda, ils sont en train maintenant d'utiliser ces enfants-là, ces petits-fils et ces fils des ouvriers pour prendre les armes et réclamer la terre. Madame, il y a d'abord un conflit foncier d'abord, d'un aperçu général, parce que vous ne pouvez pas venir d'ailleurs et prétendre à être propriétaire de telle ou de telle zone, ou détenir le droit de propriété dans une zone qui ne vous est pas, qui ne vous appartient pas. Parce que c'est en fait ça les grands problèmes. Parce que résoudre ça par la voie des armes, ça crée encore des problèmes. Vous savez, avec... Qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise, d'ailleurs, à la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, que le président de la République puisse faire un discours avec un accent, un grand accent sur cette question identitaire à l'est de la République du Congo et aussi sur ce conflit foncier qu'il y a là-bas. Le président de la République, le cousin national, comme j'aime bien l'appeler, qu'il puisse mettre une commission chargée de pouvoir lui éclaircir et de lui donner les mots qu'il faut. Une commission constituée de qui? Une commission constituée d'une équipe interdisciplinaire, comme je le dis souvent, des historiens, des chercheurs spécialistes à la question, des anthropologues que je suis,
des sociologues aussi, et qui serait appuyé avec une équipe, quelques juristes, pour l'élaboration, transformer les recommandations en loi ou en ordonnance. Loi Bakajika, ça existe. Mais bien évidemment, je crois que le président de la République doit d'abord commencer à prendre des décisions pour désaffecter cette partie des terres que Mobutu avait données à Abiyarimana. Ils doivent les désaffecter, les remettre à l'État ou à la population autochtone. Pas ça prouve de sérieux problèmes. Le président doit mettre cette commission. Cette commission doit travailler pour lui donner un rapport. Un rapport qui aura force de loi sur cette question identitaire. Les Banyarwanda ne sont pas les Congolais. Les Banyarwanda qui sont composés de Hutus et de Tutsis ne sont pas des Congolais. La population autochtone, les Nandi, les Tembo, les Houndé, les Nyanga, ce sont ceux-là qui sont les autochtones de cette région. Donc, le droit de terre et la propriété des terres leur revient de droit et de manière naturelle. Donc, ceux qui se disent être des Congolais, Tutsis, machin, tout ça, ce sont des étrangers, les enfants des ouvriers et les petits-fils des ouvriers qui aujourd'hui nous posent des problèmes. Le chef d'État doit agir en urgence pour remédier à cette question. On a vu Macron qui avait institué la commission Vincent de Clercq. C'est une commission, un rapport bidon que Vincent de Clercq a produit par rapport au génocide du Rwanda. Mais Macron dit c'est rapport à force de loi. D'accord, merci beaucoup. Merci Monsieur Herry pour ça. Nous avons noté que le président de la République doit mettre en place une commission constituée des historiens, des anthropologues, que vous êtes, des ethnologues, des sociologues, les juristes, et surtout se référer à la loi Bakajika. Oui, mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous avez un gros biscuit, il paraîtrait. Un très gros. Allons-y, nous allons déguster. Parce que je suis fâché. Oh là là. Le jour où le colonel va sourire. Madame, c'est la situation à l'Est. Tout au long du premier mandat, si on se souvient tout ce que je disais ici, en ce qui concerne tous les accords qui ont été contractés dans notre pays et arrivé au processus de Nairobi jusqu'à celui de Luanda. Les lots, c'est comme on dit, Malubananga et Zangangate. Madame, les réformes dont je parlais tout le temps ici, à la chute de Bunagana, j'ai participé à la rédaction d'un document, je crois que nous en avons déjà parlé ici, je crois que je dois avoir même la copie ici, où nous avons dit on ne peut pas laisser les rebelles s'installer. Et qu'il était question, avec ce document ici, de chercher à renforcer les rapports de force sur terrain. Parce qu'on a senti que les rebelles avaient les monopoles du combat. Ces documents, on l'a confié à un monsieur proche du président. Bon, ça a disparu. Vous êtes sûr que le président n'a pas encore... Bon, s'il avait lu ça, mais je pense qu'il allait... appliquer quand même ce que vous avez tout ça. préconisé. Bon. Et au mois d'avril, madame, avant que Kanyabayonga ne tombe sous le contrôle d'M23, on a encore fait quelque chose. Et par rapport à Bunagana, le rapport, renversement du rapport de force, c'est là où j'ai parlé du partenariat stratégique. Je crois que vous vous souviendrez,
l'accord de défense croisée. Mais il y a, quand on parle dans le management, il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. J'ai comme l'impression que nous sommes face à une défaillance intellectuelle et morale. Quand vous prenez, madame, la peur, qui est une émotion, qui peut avoir une dimension positive et négative. Positive, je peux donner un exemple. Quand vous traversez le boulevard du 30 juin, mais vous regardez de gauche à droite, pourquoi? C'est que vous avez la peur de la mort. Vous évitez qu'on puisse vous écraser. Le tout petit Niger, avec une base américaine stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest, le petit Niger est arrivé à chasser les Américains de leur territoire. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous allons développer Madame, tout à l'heure. Ça c'est un. De deux, le 30 juin, j'ai suivi le président de la République. J'ai même noté. Les défis sécuritaires exigent une réponse collective. Il a d'abord parlé de l'unité qu'il faut, de la solidarité, et il a dit nous sommes 64 fois plus forts et plus déterminés. J'ai le discours de l'opposant Martin Fayulu, j'ai le discours de Katumbi, j'ai la déclaration de maman, la première dame Olive Lembe, sur le 30 juin, et de celui de Babandoa, le chef de l'église protestante. La fois passée, j'ai parlé ici de la cohésion nationale. Et que devant les défis sécuritaires, il nous faut construire une cohésion, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre. Et j'ai même souligné ici pour dire il nous faut une victoire militaire. Et une victoire militaire, le président Félix deviendra héros. D'accord. On va y revenir. Donc c'est ça là, la réponse collective dont a parlé lui-même le président pour relever ces défis sécuritaires. Voilà, nous allons parler de la guerre en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, je voudrais que vous puissiez suivre cette chanson que j'ai trouvée. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est une chanson que vous connaissez. Mais j'aimerais assez que vous puissiez suivre attentivement les paroles qui sont dites dans cette chanson. C'est un Congolais. Il n'a pas inventé, il n'a pas réinventé. Bon, suivez quand même. Likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya barwande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche
monene polo polo monda tieseye biozali bobomi polo tangisi makila mingi na Kongo polo zela kanda ya Nzambe polo polo batamaki tango molai na nsima barebele ozwai babomengwa Kongo lelo facha bimisio nde na kwasa polo monda tie ini yakomi kolela polo okosala nini ye kima polo 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 nabengi yo combien de fois nyonso ezalaka te ya traité on en a marre polo polo lingi konyokola kaka este boyibaka bomengo ya bakongole bokabolaka yango nde na mindele polo yebi boni bawela bomengwa Kongo polo yeba basusu bakota mabele yango moni nzoto na yo eza kosila polo kauki lokola mwana koshoko polo kala tokokota mabele kiba polo polo tongi Kigali na makila bakongole wande kanisi Kigali ekomi paradi zoka paradi ya monde ezali Kongo polo yebaka ambako esi elongwa bakongole nyonso bakoma mpe na unité esko bozali fardesezelo kwa makasi soki tomboki okosila neti fumi polo senga pepe congolais pardon peuple congolais tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Voilà, c'est ça mon biscuit. Non, c'était ça, c'est pas un biscuit quand même. Ça c'est c'est plus qu'un biscuit. Alors vous avez entendu cette chanson. C'est un jeune Congolais qui a réfléchi par rapport à cette chanson qui était un chef-d'œuvre, qui reste un chef-d'œuvre, cette chanson, vous savez, Polo. Et il a réfléchi par rapport à l'agresseur qui porte malheureusement ce nom-là. Comment avez-vous trouvé? Et nous allons parler de cette guerre en République démocratique du Congo. Oui, je remercie. Je remercie le chanteur. Il est profond. Mais moi, je médite une interpellation à une mission de formation en Chine. Et dans les communications, un responsable chinois nous interpelle que nous, là où il y a les sérieux, nous aimons chanter et danser. Et sous d'autres cieux, les gens qui aillent plus loin ont les musiques méditatives. Au regard de chansons et de danses, ça nous amène à une distraction profonde. Ce qui fait que ça fait notre culture, on ne prend pas ça au sérieux. Le message que lui parle de Paul, là, on a des pôles ici. Madame, je donnais un cas d'une concession à Kinshasa. C'est vérifiable. PTPT 57, quartier Kingabwa, où il y a des militaires armés à Kinshasa. Je ne suis pas à Kigali, à Kinshasa. Ils sont entrés avec les armes. L'auditeur général ici a fait une réquisition. Ils sont incapables, je dis à Kinshasa, la haute cour militaire de ce pays. Je dis à Kinshasa, ils sont incapables de déloger le sujet libanais qui est à Kinshasa avec des armes de mon pays. À Kinshasa, on n'est pas à Bunagana, moi encore à Goma. C'est pour dire qu'il interpelle Paul. La bande armée est à Kinshasa. C'est un problème de conscience collective. C'est un problème de commandement. C'est un problème d'ordre.
et le problème du sérieux de la gestion. Mais le fait que le président de la République a mis en place cette task force, ça veut dire qu'il y a quand même la détermination d'aller jusqu'au bout. Je vous remercie, madame. Cette détermination ne doit pas se faire avec les acteurs qui sont à l'interne. C'est-à-dire, quand vous avez la gestion, ceux qui ont la gestion ne sont pas impliqués sur le réseau. Le problème du sérieux de ce commandement de la gestion de l'armée est que la plupart des acteurs sont impliqués dans ces minéraux du sang. Sont impliqués. Et ils sont connus entre eux. Ils savent que tel est dans le business d'aviation, l'autre est dans le business de transaction des véhicules. Le gros véhicule, on appelle ça comment? Les remorques. Les véhicules, ça appartient à M. Eri. L'avion appartient à colonel Luange. Ce sont que des exemples. Et la gardiennage appartient à Maître Djamba. Et tous, ils sont dans le sillage. Parce que le colonel Luange a parlé de la mafia. Moi, j'ai étudié les mafioses en sociologie avec le professeur Moulouma. Comment le mafiose opère. Et donc, c'est ces mafioses-là de la guerre qui font paralyser Onatra pour qu'on privatise. Donc, pour partir de ce qu'il lui a dit. Mais la réponse, c'est qu'Eri a dit dans l'identité. C'est la guerre, mais la réponse est dans l'identité. L'identité que Eri parle de cette guerre, nous sommes dans la guerre, mais voici là où il y a le problème. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les prémices. Le Congo a un problème culturel et identitaire. Le seul pays au monde qui n'a pas de carte d'identité. On s'appelle Congolais, mais on n'a pas la carte d'identité. Le président seul a reçu. On ne sait pas prouver que nous sommes Congolais. Le seul Congolais, c'est lui. Nous autres n'avons pas la carte d'identité. C'est le fichier identitaire qui permet de retracer l'histoire d'un peuple. C'est ce fichier-là. Mais ce fichier se passe par l'office d'identification, qu'on appelle l'ONIP. Je me dis, on ne peut pas imprimer les cartes en Occident. Nous avons la seule imprimerie au monde et en Afrique qu'on appelle la Banque centrale. L'imprimerie ici qu'on appelle l'hôtel de monnaie. C'est cette imprimerie qui peut faire les cartes d'identité, même les passeports. Mais le processus a été déjà déclenché. Pourquoi on attend? J'arrive, madame. Oui. C'est-à-dire pour dire, on peut dire, c'est l'État, non? L'ONIP, c'est l'État. Oui, c'est l'État. L'imprimerie aussi, c'est l'État. Oui. Le marché des grés. C'est un contrat avec une entreprise. Je m'excuse, madame Ambongo. Je parle de la Banque centrale de mon pays, dont l'hôtel des monnaies fait partie de la Banque centrale. Et donc, l'ONIP, c'est une organisation de l'État congolais. Et la Banque centrale serait une organisation de l'État congolais. Parler en termes de marché, ce n'est que les signatures de papier. Tout comme l'ONIP peut avoir les cartes gratuitement et les affaires étrangères peuvent avoir le passeport gratuitement. Tout à fait. Donc on ne peut pas avoir un problème de passeport quand on a l'hôtel de monnaie. À moins que je tombe malade. Mais comme je suis sérieux, je sais que le passeport peut être imprimé à l'hôtel de monnaie. Parce qu'on imprime la monnaie. Permis de conduire, tout. Les permis de conduire. Donc on n'a pas un problème. On a seulement le sérieux de rapport d'un État qui veut son émergence. Alors là, la carte sera résolue. Mais dans la carte, on retrace Eri. Mais avant de retracer Eri, mon pays n'a pas une direction d'intelligence et de sécurité. Mon colonel, je parle sous réserve. Zéro. Les États-Unis ont un service d'intelligence et de sécurité. La France en est. L'Israël. La Grande-Bretagne. Le pays a l'agence de renseignement et a un conseiller spécial en matière de sécurité. Conseil en matière de sécurité. Mais le pays n'a pas une direction, comme une direction de douane. Le pays n'a pas une direction d'intelligence et de sécurité. Dont le travail consisterait à... Nous l'interpellons de créer une direction d'intelligence et de sécurité.
C'est cette direction qui va procéder aux analyses, telles que Eri a dit. Les gens le pays fonctionne avec les transplantés de 1925, de 1906, de 1946. Il y a des transplantés dans les plantations de Lini le Vert, à Evea, Wachi, vers Bouende. Il y a des transplantés qui ont travaillé à Pelzet Boteka, Frandria à l'époque. Il y a des transplantés qui ont travaillé ici, dans les palmeries du Congo central, du Bandundu. Il y a des transplantés dans les néo-minières du Okatanga, au Congo central, au Maniema, dont les pères, les fiches montrent qu'ils viennent de tel pays et les petits-fils n'ont pas déclaré. Et tous ces transplantés s'organisent institutionnellement ici. Ils connaissent ça. Un danger. Tous ces transplantés du pays, à l'époque de Belge, plus les venants de l'opération turquoise, le sénateur président Kengo est encore vivant, premier ministre, pour nous donner les 2 millions qui sont entrés. Alors, c'est dans cette direction d'intelligence, c'est-à-dire, vous mariez la direction de l'identité, et puis il y a une direction d'intelligence. C'est la direction d'intelligence qui va étudier tel, c'est le fils de tel, le petit-fils de tel, il a sa femme ici, sa résidence, et on peut retracer son parcours pour voir si... S'il vous plaît, les 7 des derniers jours, l'église des 7 derniers jours, les faits ici au Congo, il y a une structure au sein de l'église des 7 des derniers jours qui mène les études ici au Congo sur la généalogie des Congolais. Ne vous étonnez pas un jour, il risque d'avoir un soulèvement ou une guerre qu'on va nous importer encore ici qui sera plus redoutable que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, merci Eri. J'ajouterai de ça les 2 directions. L'ONIP. Je ne veux pas entrer dans la guerre chez mon colonel, mais je suis dans l'ONIP et la direction de l'intelligence. Maintenant, pour aller dans les faits saillants, ça fait 20 ans que le nord de l'Équateur et le nord de la province orientale seraient infiltrés par un groupe de personnes qu'on appelle Mbororo. Ils sont venus de la Libye, en passant par l'Égypte et le Soudan. Et ils sont à la quête des terres. Ils ont déjà pénétré l'Équateur, la grande province orientale. Ce fait n'est pas cité. Quand ils viennent avec des bétails, nous avons de jolies dames ici chez nous. Les gens essaient un peu d'échanger les jolies dames avec les gangsters qui sont venus avec les armes. Ils font les enfants. Ils sont en train de pénétrer. Donc, on n'a pas que le groupe du Rwanda. On n'a pas que le groupe du Rwanda. Dernièrement, ici, il y a un ami qui me dit, on ne sait pas si on a un problème avec Kabinda et l'Angola. Je ne sais pas s'ils ont tout pris. En face de Kinshasa, il y a les îles qui sont à côté ici. Ne nous appartiennent pas. Il semble que le Congo-Brazzaville s'est accaparé de ces histoires ici à côté. Qu'en face de Kinshasa, on a des sérieux. Et c'est cette direction avec des fichiers. Et nous, on faisait Alors, c'est le problème est tellement sérieux en termes d'identité, en termes de mouvement de personnes. Parce que les gens ignorent que Ndjili aussi habitait des réfugiés. Oui. Mpassa habitait le réfugié. Mongafula, Bisobana Mongafula, pour les uns. Les autres, c'est des réfugiés. Il y a un groupe, après la victoire de Sayo Gambela, il y a un groupe malien habité Barumbu, commune de Kinshasa, réfugiés. Alors, c'est ça le problème historique. Et si nous pouvons aller plus loin pour mettre fin à cette guerre d'identité que vous avez parlé d'une communauté telle et X, nous allons dans le fouillis archéologique où on prend les crânes des Mongos pour étudier les vrais crânes. On tire les fossiles de 15e siècle, on prend les crânes des Mongos, on prend les crânes de Tetela, on prend les crânes de Tchokwe, parce que et c'est de là où on peut vérifier si votre crâne converge avec... Parce que toutes ces études-là démontrent que l'ancêtre a été enterré ici à tel X,
sécuritaire. Donc, ce problème de la guerre, ce n'est rien d'autre qu'un problème d'organisation des sociétés. Et notre société, au regard de notre vie, nous avons une administration centrale qui serait le chef du gouvernement ou le président. Nous sommes dans la décentralisation. Ce qui s'est fait au niveau national doit être relayé au niveau provincial. Donc, le ministre du gouvernement central n'a pas besoin de se déplacer. Il y a un gouverneur là-bas. Pour créer que ces moyens-là puissent être bien orientés, il ne peut même pas se déplacer. Le gouverneur peut faire ça. Et ces moyens peuvent être alloués au lieu que lui se déplace. C'est un problème de répartition, d'ordre, de stratification de société. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Lokaka. Oui, je viens, Madame Ambongo, finalement, ce problème de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, que beaucoup croient que c'est pas facile, voire même impossible que cela puisse prendre fin un jour. Mais avec les différentes stratégies, les différentes réflexions de haute facture, dont un peu d'essence d'organisation, nous pouvons arriver à mettre fin à cette guerre et que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa dignité, les Congolais également. Merci Madame pour la question. Mais concernant la chanson que nous venons de suivre tout oui, à l'heure, commencer par la chanson, merci. Je dirais quelques mots, quelques phrases. Le chanteur, il parle... Nash, il s'appelle Nash. Nash. Voilà. Nash. Voilà. Bah, c'est un chef-d'œuvre que j'apprécie. Il adresse la chanson à Polo. Ouais. Et nous tous, nous savons qui est Polo. C'est le voisin d'à côté. Il lui dit, tu ne cesses de diviser les Congolais, tu fais confiance aux Blancs, mais ce sont ces Blancs-là qui se retourneront contre lui, puisque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, le gel de l'aide qu'on devait lui accorder. Et vous voyez aussi, nous en parlerons, puisque vous l'avez évoqué, sur la victoire du Labour, Kirk Starmer, qui dit qu'il ne va pas concrétiser ou appliquer le projet qui consiste à expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Et ça, nous applaudissons parce que c'est en notre faveur. Il dit, tu as construit ton pays avec les richesses du pays, c'est-à-dire avec les richesses congolaises, alors que c'est le Congo qui devait être un paradis. Et le Congo reste un paradis. C'est un pays où il fait beau vivre. Mais nous sommes déstabilisés justement à cause du voisin d'à côté qui lorgne sur les richesses. Bien sûr, il n'est que un paravent, il est appuyé par les puissances occidentales. Et voilà un peu la chanson. Et ça interpelle, ça doit quand même interpeller les Congolais pour dire que nous avons un beau pays envié par les autres et détruit par un voisin qui, selon ce que Eri vient de dire tout à l'heure, ses frères sont entrés chez nous pendant des années et des années. Et voilà que c'est la descendance de ces frères et sœurs qui nous cause problème aujourd'hui et nous causeront des problèmes à l'avenir. Maintenant, concernant votre question sur la guerre de l'Est, Madame, il y a des problèmes. On ne doit pas se le cacher. Nous venons de perdre des territoires juste après le départ de l'ancien vice-premier ministre de la Défense. En tout cas, nous étions en bonne posture puisque nous avons récupéré plusieurs territoires. Et c'était un acquis, oui, c'était quand même un acquis considérable. On voyait qu'il y avait des avancées, mais malheureusement, avec l'avènement de l'actuel vice-premier ministre, dès que le gouvernement a été publié, investi, c'est le contraire qui s'est fait. On a remarqué que le 1-23 a repris le poids de la bête jusqu'à conquérir Kanyabayonga, Kirumba, je crois, deux territoires. Et la première ministre qui était dans l'Est pour assister à cette le passage avec Madame MONUSCO pour la rendre les tabliers, voilà. Oui, c'était aussi ce qui s'est passé après. Donc pour dire que la MONUSCO était quand même nécessaire et devrait quand même rester. Non, Madame,
la MONUSCO a travaillé pendant 20 ans. Il est temps que nous puissions prendre les choses en main. Nous ne devons pas accepter d'être assistés éternellement. Il est temps que le Congo prenne les problèmes de sa sécurité en main. On ne doit pas tout le temps compter sur les autres, bien sûr. Lorsque nous suivons ce que le porte-parole de l'armée a dit sur il a presque donné l'état des lieux. Oui, il a fait l'état des lieux. Les états généraux de l'armée doivent se tenir, hein, mon colonel, parce que à l'entendre, c'est qu'il y a des problèmes sérieux de l'armée. Et je me pose la question, même si nous arriverons à vaincre cette guerre qui nous est imposée. Parce que quand il dit que nous n'avons pas des soldats formés pour les types de guerre, ça pose quand même un problème. Et madame, c'est sérieux. C'est un aveu d'échec, ça? Ben, il est sincère, il le dit pour que les autorités prennent des décisions qui s'imposent. Parce que la formation du soldat, c'est l'élément pivot, madame. Un pays vaut son armée. Quand l'armée est faible, le pays aussi est faible. On nous a parlé, mon colonel, du montée en puissance de notre armée. Nous montons en puissance, mais entre-temps, nous avons des sérieux problèmes. Les réformes au sein de l'armée, ça va commencer quand? La loi de programmation militaire est là, oui, il faut mettre les moyens. Mais nous avons assisté, madame, à Butembo, nous voyons nos soldats qui fouillent devant l'ennemi. Je me suis dit, c'est peut-être le fait qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas suivi une formation adéquate pour affronter l'ennemi. Parce que si le soldat fouille devant le crépitement des balles, ça frise la lâcheté ou ça frise la complicité. Et le cas de nos soldats, ils ont été condamnés à 20 ans. Est-ce qu'ils sont très bien équipés? Oui, c'est ça le grand problème, madame. Est-ce que nos soldats au front sont très bien équipés? Nous avons récupéré des territoires. C'était avec quel type de soldats? Ils ont reçu quelle formation? Et maintenant, là, c'est le 1-23 qui a pignon sur rue, qui est en train de conquérir des territoires. Et nos soldats, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous avons conquis des territoires et après, c'est le 1-23 qui est en train de conquérir des territoires. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est un problème de formation, un problème où nos soldats ne sont pas très bien renseignés, ou simplement c'est un problème de stratégie. Puisque souvent on leur dit replier. On replie pourquoi? Alors l'ordre vient d'où quand on demande? Voilà, lorsqu'on leur demande de replier, alors qu'ils sont devant l'ennemi. Et pourquoi les soldats doivent fuir? Mais à l'époque de Mobutu, nous n'avons pas appris que les soldats fouillaient les batailles. Ils affrontaient les batailles. Mais pourquoi aujourd'hui, nos soldats doivent fuir? Et j'ai lu dans un des journaux, je crois, c'est ici dans mon téléphone, où les soldats, lorsqu'ils ont été jugés, on s'est dit, mais vous voulez nous incriminer, mais si les officiers eux-mêmes fuient, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la grande question, madame. Pourquoi nous devons fuir devant l'ennemi? Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas bien payés, on ne leur donne pas ce qu'il faut. Moi, je trouve que la question réside à ce niveau-là. Ou bien tout simplement, il y a des complicités. Il y a des complicités où on ne veut pas que nous puissions nous battre, où on ne veut pas que nous puissions vaincre l'ennemi, mais qu'ils puissions toujours rester à cette étape. Y a-t-il des tireurs, des ficelles dans cette guerre pour que la guerre ne... Madame, à l'allure où nous voyons les choses, c'est comme si on ne veut pas que cette guerre se termine. Maintenant, là, que les États-Unis nous disent, voilà, il faut observer une certaine trêve. Mais madame, vous n'avez jamais remarqué que lorsqu'on parle de trêve, ça profite toujours à un camp. Puisque nous avons déjà 4000 soldats rwandais ici. Le ministre de Communication et Médias dit, voilà, la trêve, nous avons maintenant cette trêve, ça veut dire que la diplomatie agissante, notre diplomatie agissante porte des résultats, mais cette trêve-là, nous devons demander à ce que les 4000 soldats rwandais ici quittent le territoire. Mais vous verrez, ça ne sera pas fait. Et moi, je pense que nous ne devons pas tomber dans cette distraction de Madame l'ambassadeur des États-Unis. Voilà, nous vous demandons qui est trêve. Nous devons combattre. Nous devons combattre parce que ça profitera plus au M23. Parce que le M23 ne respecte rien. Nous avons eu les deux processus de Luanda, le processus de Nairobi, que le M23 n'a jamais respecté. Les conditions qu'on avait donné au M23, le cantonnement, le processus qui consiste à désarmer, à démobiliser, le M23 n'a jamais respecté. Et face à ça, vous nous demandez d'observer la trêve. Madame, c'est une distraction, nous ne devons pas nous laisser berner quant à ce. Mais
Comme l'a toujours dit mon grand frère d'en face, il y a un problème d'organisation. Il faut organiser notre armée, il faut former. Mais nous avons un problème. Il y a urgence maintenant. Nous avons la SADC qui est à côté de nous. L'EAC est parti parce que l'EAC jouait le jeu de l'ennemi. J'apprendais qu'il y aurait aussi des soldats tchadiens qui viennent à notre rescousse. Nous risquons de compter sur toute l'Afrique. L'Afrique ne viendra pas nous aider à bouter l'ennemi dehors. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Le colonel a donné l'exemple de Niger. Du Niger. Oui. Qui a bouté dehors toute une grande puissance. Il a refusé les États-Unis, qui avaient sa base sur sa terre, sa base militaire. Oui. Donc nous pouvons le faire en tant que peuple, en tant qu'un grand pays. En tant que grand pays, nous pouvons le faire. De par la démographie, nous sommes quand même une grande armée. Voilà, madame. Ouais. Numériquement, nous sommes plus nombreux que l'ennemi, mais nous n'arrivons pas à vaincre la guerre. C'est ça le problème. C'est la grande question qui est là. Parce que le Rwanda est un petit pays, la RDC, une grande nation, mais nous n'arrivons pas à mettre fin à cette guerre. Bien sûr que le Rwanda a des appuis, mais pourquoi nous ne cherchons pas aussi des appuis? Okay. C'est ça la grande question. Nous avons peur d'appeler la Russie qui vienne à notre rescousse. Il y a eu des bases autrefois. Pourquoi ne pas demander à la Russie de créer aussi une base là-bas? Une base militaire comme l'avait fait en son temps comme les ça, États-Unis. On se regarde voilà. Comme ça. Mais okay. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Moi, je pense que le cuisinier national, hein, permettez-moi que j'emprunte le terme, si le cuisinier national et son service de sécurité peuvent y penser de mettre une base russe au niveau de l'Est, moi, je pense que cette guerre finira d'elle-même, peut-être. D'accord. Merci beaucoup. Oui, monsieur Gandhi, votre position par rapport à cette guerre, finalement, ça doit finir un jour. Ça finira d'une manière ou d'une autre. Oui, veuille ou non, ça finira. Mais je voudrais d'abord introduire mon propos par la chanson fétiche. Il y a une chanson fétiche de ma mère dans son téléphone, quand on l'appelle, c'est toujours Polo, mais dans une version originelle. Mais la façon dont ce musicien a traduit avec ce rythme-là, avec de mots nouveaux, la réalité que nous vivons aujourd'hui, prouve à dessein que nous avons un peuple qui est intelligent, à qui on ne donne pas beaucoup de moyens pour pouvoir démontrer ses capacités au niveau de la créativité, sa capacité au niveau de l'inventivité. Donc, d'ailleurs, c'est la RTNC2 qui est en train de faire la promotion. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est une belle chanson qui met en exergue Paul Kagame, le sanguinaire. Je pense qu'il est plus sanguinaire mais qu'Hitler, puisque vu le nombre de morts que nous avons compté au niveau de l'Est, il est plus sanguinaire que notre ami de l'Allemagne, Hitler. Donc il construit son pays. Donc beaucoup ont prôné en disant Kagame développe son pays. Quel pays? Il développe comment? Il le développe en décimant notre peuple. Il le développe en comprimant, en faisant vivre le calvaire aux populations rwandaises. Sachez que tout n'est pas beau au Rwanda. Hein. Le peuple vit la misère sur le plan de la liberté, sur d'autres plans. Vous verrez que certains villages aujourd'hui au Rwanda sont restés toujours archaïques, etc. Tout n'est pas beau, telles que les images qu'on nous vend au niveau de l'Occident et même certaines populations congolaises, du moins africaines. Mais la mesure que le président a mis en place, c'est-à-dire en faisant le task force qui dépend de lui, moi j'ai dit qu'il faut arriver à supprimer maintenant le ministère de la Défense. On va être comme en 60, où le président a les rênes, tient les rênes de la défense. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le patron de la défense, de l'intégrité du territoire. C'est le président de la République. Il peut s'adjoindre à un secrétaire d'État ou un secrétaire général dans le domaine de la défense pour contrôler tout en temps et en heure. On a eu... ça mettrait aussi hors d'état de nuire les traîtres au sein... Oui, au sein. Ça suppose qu'à un moment donné, au niveau de l'armée, qu'on puisse revisiter l'armée et surtout son fonctionnement et ceux qui dirigent l'armée aujourd'hui. C'est
cette question est aussi une question liée aux ministres, aux secrétaires généraux et autres. Comment voulez-vous, alors qu'il y a des textes qui existent au niveau des statuts de l'administration, des statuts des ministres, des députés et autres, des généraux? C'est le seul pays au monde où les généraux ont des immeubles. C'est le seul pays au monde où les généraux ont des entreprises. Vous allez envoyer ces généraux au front. Est-ce qu'il va combattre l'ennemi? Il va penser plutôt à sa survie. Il ne va pas combattre l'ennemi. Même si vous l'envoyez là-bas, il va voir le business. Le gros business dans le monde se font pendant la période de guerre. Vous verrez qu'à Goma ou dans les endroits où il y a des guerres, etc., mais c'est la plupart des grands généraux. Je dis gros et grands, puisque vous savez comment ils se représentent quand ils sont debout, qui tiennent le monopole des affaires, des hôtels et autres. Mais ça pose un problème. Comment est-ce que l'État peut laisser ces genres de choses se faire? Comme ici, nous avons des ministres ou des députés qui sont en même temps députés, qui ont des affaires, non seulement ici, mais aussi en relation avec l'Est. Ça pose un problème. Vaincre l'ennemi, ça suppose une cohésion nationale. Que l'opposition, le pouvoir, se donne la main pour pouvoir défendre l'intérêt national. Le combat aujourd'hui est le combat de l'intégrité du territoire. Il ne faut pas se dire, moi je suis d'ensemble, moi je suis de l'UDPS, etc. C'est des bruits inutiles. Aujourd'hui, je suis congolais, je défends le Congo, l'intégrité du territoire, je défends le développement de ce pays. Vous verrez, en très peu de temps, en 5 ans, on peut changer beaucoup de choses. Donc, il est très important qu'on revienne à l'essentiel. Mais quand vous parlez, vous avez dit les 3 S, parce que oui, les biens... les savoir-faire. Les savoir-faire et les savoir-être. Alors, les gens qui trouvent leur compte dans cette guerre, c'est par manque de savoir-faire ou c'est par manque de savoir-être? Ils ont oublié, puisque certains sont formés quand même, même s'ils sont minoritaires, ils sont formés, ils ont les savoirs. Tout à fait. Et certains ont pu gérer à un moment donné leur service, ils ont les savoirs, les compétences, mais ce qui manque crûment chez nous, c'est le savoir-être. Mais il faut mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui n'ont pas le savoir-être. Ils ne peuvent pas avoir une mission de commandement. Ils ne peuvent pas avoir la direction des affaires. Moi, je dirais qu'il faut poursuivre le président sortant de l'Assemblée nationale. Le poursuivre, pas pour l'arrêter qu'il aille à Makala, non, il risque de mourir quelques mois après. Ce qu'il faut faire, il faut qu'il aille plus loin de ce qu'il a dit, que quand il a demandé à nos parlementaires de pouvoir d'écouter le groupe d'armée, il avait dit des choses intéressantes. Et notre PGR, le procureur général, laissait passer ça comme ça. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut qu'il explicite sa pensée. Ce n'est pas normal qu'on puisse laisser ce genre de choses passer. Moi, je dis que les détournements aussi, voilà des gens aussi qui nous attaquent, qui sont aussi des rebelles contre nous. En dehors de Kagame, nous avons nos propres rebelles. Donc, comme a dit monsieur, comme nous avons Polo ici. Nous avons des détourneurs de fonds publics, ça va des 100 000. C'est comme un autre gars, un des nôtres, avec qui j'ai souvent des débats, qui qualifie aujourd'hui, qui a le Champions League, le championnat, la Ligue des champions. Chez nous, ce n'est plus le foot. Chez nous, le championnat, la Ligue, les Champions League, ça s'est fait au niveau de tel a volé 100 000, l'autre dit moi je ferais mieux, je vole 300 000. Oui, c'est devenu un sport national. C'est qui va qui va voler le plus l'État. Ces gens-là nous combattent la population congolaise. Il y a femme la population congolaise. On les laisse comme ça. Ça pose un problème. Ce qui a fait dire même à quelqu'un, j'ai lu ça quelque part, il dit que notre pays, ce n'est plus le Congo démocratique, c'est Moyibiland. C'est-à-dire, à savoir, c'est un pays, land c'est terre. C'est Moyibiland, c'est la terre des Moyibi, des détourneurs de fonds. Ça pose un problème. Donc, quand un détourneur, quand un Congolais détourne, c'est lui qui vient, il doit à tout prix battre le record. Battre le record. C'est le championnat, nous, c'est là. Mais pour revenir à l'armée, puisque c'est le sujet, Mobutu, on peut tout dire de Mobutu, mais il avait ce souci-là de faire qu'il y ait une armée nationale. Dans l'armée nationale, il faut d'abord la formation. Vous avez vu
que Mobutu a envoyé des militaires dans tous les pays, les grands pays du monde, pour former les gens de la marine militaire, qui n'existe plus aujourd'hui. Force aérienne, il y en avait presque, on était même des fanatiques de nos pilotes aériens. Des paras, on était fiers d'eux. Et des paras-commandos, des commandos, il y en avait partout. Et puis la CND, qui était le service des renseignements, faisait son travail. Est-ce que au sein de notre armée, nous avons quand même des snipers? Ici, aujourd'hui, je doute fort. Okay. Je doute fort. Je doute fort. Il y en a eu. Aujourd'hui, il y en a, mais c'est pas. Il y a des visiteurs au palais de la Nation, on voit des snipers juste au-dessus des bâtiments qui sont dans cette position. Je ne sais pas s'ils sont réellement. Au palais quoi? Quel palais? Quand il y a des cérémonies au palais de la Nation, quand il y a des cérémonies, des snipers au-dessus des bâtiments. C'est tout. Mais il faut qu'il y en ait en permanence. On a un problème très grave là-dessus. Former les gens, leur donner des capacités, faire en sorte qu'ils soient aguerris, mais ça suppose aussi que ces gens-là vivent bien. Comment est-ce que dans un pays où on veut la sécurité des populations, dans l'armée, tous ces filoches, dans la police qui devrait être le premier rempart, puisqu'on envoie des militaires en dernier ressort, le premier rempart ici, ça devrait être la police. Quelle est la police aujourd'hui? Que fait la police? C'est pour ça que je suggère, pour terminer, qu'on puisse mettre à profit ce temps ici, former un nouveau corps qui a existé dans le passé, la gendarmerie, qui est à mi-chemin entre la police et l'armée. La gendarmerie peut nous faire en sorte que nous puissions équilibrer les choses, bien gérer notre territoire, non seulement administrativement, mais aussi militairement et policièrement, si ça se dit. Donc il faut des gendarmes. Ça demande 1 an, ça demande 2 ans. Il faut prendre des gens au niveau du bac, au niveau des graduats, même des licences, des gens bien aguerris sur le plan militaire, sur le plan de l'administration, de la police, etc. C'est pour cela que, et avec un bon salaire, vous verrez, on peut mettre de l'ordre. Personne ne pourra venir dans nos territoires, dans nos localités, chefferies et autres, rentrer comme ça, comme si on mettait du couteau dans du beurre. Ça pose un problème. Revenons à l'essentiel. Ça a une bonne administration. D'accord. Merci beaucoup. Oui, monsieur Herry, votre philosophie par rapport à ça, votre façon de voir les choses à cette situation de détérioration au Nord Kivu. Et nous savons que le président de la République qui a parlé, vous l'avez dit, je reviens à vous, ces défis sécuritaires qui exigent une réponse collective. Et moi, je crois que c'est ce que nous faisons ici autour de cette table, mais pouvez que cela soit aussi pris en considération. Mais quand même, l'homme, avec le savoir-être, comme a dit M. Gandhi, avec le savoir-être, l'homme en République démocratique du Congo est relégué au dernier plan. Je ne parle pas de second, au dernier plan. C'est le matériel qui passe au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des détournements, même au sein de l'armée. On retrouve de moins en moins des Congolais patriotes pour combattre l'ennemi. Oui, madame, merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais éclaircir quelque chose, parce que les gens pensent que le détournement est devenu une culture ici chez nous, une pratique nationale. Non, il ne faut pas si tu veux dire, péjorativer l'essence de la culture. Hein, madame? Parce que la culture, c'est quelque chose qui consolide une communauté, qui renforce la cohésion et l'unité, et permet à une communauté de faire face à ces défis et de se développer. C'est ça la culture. Mais ici, les détournements ne consolident pas. D'accord, ne nous permet pas d'affronter nos défis. Non, les détournements ne nous développent pas. Hein, madame? Donc, ce n'est pas une culture. La culture, c'est ce qui permet à un peuple d'avancer. Mais les détournements et tous ces corollaires nous régressent. Hein, on ne peut pas l'avoir comme exemple, non. Ici, je félicite, permettez-moi, madame, Gilles Alinguete, et tous ceux qui
le jette des fusils. Il est un homme à battre aujourd'hui. Mais pourquoi il est un homme à battre? C'est parce qu'il a dénoncé les lampadaires et les forages. S'il n'avait pas dénoncé les cas de Nicolas Kazadi, il n'allait pas être un homme à battre, Gilles Lingueté. Quand il y a des Congolais qui se démarquent du lot, il faut les féliciter. Et aujourd'hui, ils méritent nos encouragements. Et pourquoi ne pas les décorer? Pour couronner son travail. Pendant qu'il est encore vivant. Pendant qu'il est encore vivant. Ne pas les louer après sa mort, non. Donc, comme mon ami Lukaka a dit, les mafioses, les mafioses cherchent à tout prix pour avoir la tête de Gilles Lingueté. Certains veulent même que la tête de Gilles Lingueté puisse leur être servie comme la tête de Jean-Baptiste. Mais non, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, madame, pour la question de l'Est, comme je l'ai dit au début, nous devons construire une identité nationale. Que chacun sache ce qu'il est par rapport au Congo et aux Congolais. Si je sais que je suis un Rwandais, je suis venu, mes enfants et mes ancêtres étaient venus ici pour travailler dans les plantations. Et que j'ai détenu une carte qui m'identifie comme tel. Mais est-ce que je vais prendre les armes pour réclamer être Congolais? Mais quand vous prenez une institution autre que les institutions nationales pour identifier votre peuple, mais madame, c'est une question de souveraineté. Mais tout ce qu'on va faire comme travail d'identification paronyme va être stocké dans un centre, dans un serveur qui sera contrôlé par les autres. Ouais. Où est la souveraineté? Où est notre identité? Le problème qu'on connaît aujourd'hui, il y a des pays qui l'avaient connu. Il y a le Japon qui l'avait connu et a fait face à ça. Même l'ONIP qui doit faire le travail de l'identification. Oui, même l'ONIP qui doit faire le travail d'identification. Mais en fait, vous savez, aujourd'hui, les postes de responsabilité sont devenus des privilèges pour certains de faire des bavures. Au lieu que ce soit des postes des responsabilités. Madame, même les logiciels qui doivent nous prendre photos, mais on doit travailler sur les logiciels. Parce qu'il y a des logiciels qui, rien qu'apprenant la photo, peut scanner même votre crâne pour vous situer par rapport à votre tribu. Ok. Si vous êtes issu du métissage ou pas. Comme vous. Non. Ah. Tout le monde est issu du métissage. Non. Pas issu du métissage. S'il vous plaît. Moi, je suis congolaise de père et de mère. S'il vous plaît. Non, il y a des logiciels qui peuvent vous identifier comme tel. Ouais. Je crois qu'à la tête de l'ONIP, on doit mettre des experts. Même les logiciels qui seront conçus pour pouvoir prendre des photos. Ouais. Peu importe ce que l'individu peut dire, mais les logiciels peuvent nous permettre de les classer. Okay. Mais les logiciels existent déjà. Pour ça, mais non, il faut les développer par rapport à notre contexte. Non, il faut les développer. Non, les logiciels qui peuvent scanner votre crâne, qui peuvent aller au-delà de votre visage, scanner votre crâne là, pour vous identifier par rapport à telle communauté, telle autre communauté, telle autre communauté. Il y a des logiciels comme ça. D'accord. Mais c'est là, est-ce qu'il y a un spécialiste au niveau de l'ONIP qui peut le faire, ou c'est quelqu'un qui est choisi par clientélisme, par népotisme? Je suis anthropologue. Madame, pour cette nation, ce n'est pas Dieu qui doit venir nous dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc on laisse Dieu tranquille. Non, il faut laisser Dieu tranquille. D'ailleurs, Dieu traite avec nous comme des individus, pas comme un peuple, pas comme une nation. Non, c'est faux. Peu importe les prières que vous allez faire ici, réunir les gens dans les stades des martyrs ou sur l'océan Atlantique, remplir les gens là-bas pour prier Dieu, Dieu ne fera rien. Dieu traite avec nous comme des individus. Donc, le salut est individuel. Le salut n'est pas national. Wow. Même les pasteurs là ne maîtrisent même pas la Bible, qui est leur outil de travail. Dans la prière pour la nation. Non, en fait, je le dis en connaissance de cause. Je suis un spécialiste des religions aussi. Moi, je suis théologien de formation. Non, la théologie là, ça vient de l'Europe, mon cher. Il faut nous l'aider avec ça. J'ai des données empiriques par rapport à cela. Vous avez des données dont vous avez fabriqué, les gens vous disent, est-ce qu'on peut étudier Dieu? La prière pour la nation n'a pas d'effet. Aucun effet. Je vous dis la vérité en fait. Ça, je vous dis la vérité. Mieux vaut aller invoquer nos ancêtres. C'est eux qui sont reliés en nous. Dieu merci. Mais si vous avez un problème,
Allez invoquer. Pas ça qui me pas vite, qui a Allez, réussi à allez, faire il y a le des cinq grands septisme. esprits. On Il y a regarde des grands tout esprits ça. dans ce pays où il faut invoquer. Les Inkisi, aujourd'hui qui sentent, baptiser fleuve, rivière, balongoli yango Inkisi, ba commission yango qui sentent. Mais pourquoi les transformer? Parce qu'une qui ça fait partie, ça s'appelle c'est Non, c'était une rivière le sacrée. Ouais. Une qui c'est. Mais bazu ba désacraliser yango, ba qui sent tout. Non, non, non. Les gens qui sentent tout. Ça, c'est. Il vous déculture, la déculturation. Donc, on doit refuser. Il faut refuser cela. D'accord. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour mettre fin à cette guerre. D'accord. L'ironie du sort, c'est que les gens qui sont plus protégés, à qui on donne plus de privilèges, à qui on donne des voitures, des gardes, à qui l'État paye les loyers, l'État paye les voyages de leurs enfants, les maladies, la nourriture, l'électricité. Ce sont des gens qui détournent, qui volent, qui pillent, l'ironie du qui sort, traitent, qui trahissent plutôt ces pays. Je crois, le président de la République, en fait, nous avons dit, mais la responsabilité vous revient. Okay. Parce que c'est vous qui avez la commande. Vous pouvez tout changer. Et vous pouvez tout aussi embrouiller ou chambouler. La commande est entre vos mains. D'accord. Nous aimons tant ces pays, c'est la raison pour laquelle nous faisons toutes ces interpellations. Tout à fait. Nous aimons ces pays. Nous vous aimons également, Monsieur le Président de la République. Oui, allez-y. Madame, je vais avant tout faire quelques mises au point et proposer quelques réformes. La première mise au point que je vais faire, c'est par rapport à, j'ai entendu, on a parlé des unités que nous avions à l'époque de Jean-Pierre Bemba. Je précise que Jean-Pierre Bemba a trouvé nos unités à la hauteur de 134 000 hommes et il a ramené à 167 000 hommes, soit une augmentation de 25% en une année. Ça, c'est une mise au point. Concernant l'embargo, également, la mise au point que je dois faire, c'est que l'embargo ne touche pas les FRDC. L'embargo touche les organisations autres qui ne sont pas gouvernementales. La question que je pose, que je laisse aussi en suspens, c'est qu'on donne l'embargo aux institutions non gouvernementales. Ça veut dire qu'avant, on fournissait, ou bien c'est moi qui ne comprends pas? Je laisse cette question à tous les téléspectateurs, puisque c'est l'embargo. Je reviens à ce que mon aîné Lokaka a dit par rapport à la population, l'identification, l'infiltration. Je salue personnellement les initiatives du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui a conditionné l'obtention du certificat de nationalité après avis favorable de la DGM et de l'ANR. Aujourd'hui, dans ce pays, pour avoir, moi, personnellement, à l'époque, quand j'ai mené certaines démarches pour devenir avocat, je suis allé demander mon certificat de nationalité et je peux vous rassurer à ce jour, madame, depuis que je suis avocat, je n'ai jamais eu ce certificat de nationalité. Tout simplement parce qu'il s'est organisé dans les services administratifs une certaine, je vais dire, une forme de nonchalance ou de léthargie dans la délivrance des documents officiels de la République. Et aujourd'hui, il les soumet encore à certains services pour raison d'infiltration. La DGM, je précise ici que la DGM, sur pied de l'article 1er de son acte créateur, non, l'article plutôt 3e de son acte créateur, la DGM veille sur la politique de l'immigration, l'émigration, la police des frontières et la police des étrangers. L'ANR, à son tour, sur pied de son acte créateur toujours, veille sur la sûreté intérieure de la République et la sûreté extérieure de la République. Donc, associer le service relève effectivement du pouvoir du ministre de la Justice, encore que l'article 47 de la loi organisant la nationalité, la loi de 2004, donne ce pouvoir au ministre de la Justice. Et si vous y ajoutez encore l'ordonnance de 2022 qui fixe les attributions des ministères, au point 5, la question des nationalités relève encore du ministre de la Justice. Toute cette marmaille et architecture juridique, c'est bien, mais je me dis que ça va encore nous plonger dans une léthargie pour l'obtention des documents. C'est pourquoi je propose déjà que les maternités sont dans plusieurs communes, pratiquement dans toutes les communes de Kinshasa. Il faudrait y adjoindre à côté de chaque maternité un service de l'état civil. Parce qu'en réalité, c'est quand l'enfant naît, on
qu'on doit en réalité, après le certificat de naissance de l'hôpital, établir le certificat, l'état civil en réalité de cet enfant qui est né. 45 jours avant, je crois. C'est-à-dire 45 jours après la naissance, je crois. 45 jours. C'est free. Justement, Ouais, c'est-à-dire c'est gratuit. par rapport à ces délais-là, Ouais. c'est-à-dire la proximité, pour Ouais. ne pas permettre ce qu'il y ait encore beaucoup plus de démarches. Nous avons la possibilité de suivre ça de près, Ok. et à cela maintenant il faut renforcer les systèmes de numérisation et d'informatique. Et pour le rendre vraiment et réellement pratique, madame, j'exhorte, en tout cas à nos politiques. Nous, la RDC, nous avons opté pour à la fois le système de régionalisme politique et constitutionnel, ça veut dire les provinces ont leurs compétences constitutionnelles, le pouvoir central également ont leurs compétences constitutionnelles. À côté du régionalisme politique, il y a également la décentralisation, les ETD et les communes. J'exhorte nos gouvernants à mettre en pratique la formule de la retenue à la source pour quitter la formule des rétrocessions des finances et des recettes. Parce que les rétrocessions alourdissent la gestion des communes. Mais quand ils retiennent à la source, ils risqueront d'avoir des problèmes Non, avec... on retient la source en fonction de quotas, Ok. en fonction de ce qui revient à l'entité territoriale décentralisée. Et toutes ces choses sont bien déterminées au niveau de notre architecture juridique. Et si on va à l'encontre, eh bien, il y a des juridictions pour juger tout ce qui pille ou bien tout ce qui détourne les recettes de l'État. Donc, si on pense à mettre en application cette politique, on va réduire sensiblement, alors je vais dire considérablement, cette politique d'infiltration. On ne connaît pas la personne était née quand, ou je peux me réveiller un bon matin, je vais à la commune de Kasavubu, sur pied d'un coup d'un billet, je crois, 10 ou 20 $, on me produit l'attestation de naissance. Et ça encore, c'est un problème. Peut-on réellement attester la naissance d'une personne qui est vivante? Ça, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que madame, on est distrait. Donc, on atteste que madame Josette Kaya est née. Mais c'est elle qui vient demander l'attestation de naissance. Et qui délivre l'attestation de naissance? C'est un administratif. Et il est là, qui lui doit attester. Donc, au cas où il n'attestait pas que tu as ton attestation de naissance, on suppose, à contrario, que toi, tu n'es jamais né. Pourtant, tu es là en face. Bon, je ne sais pas comment on réfléchit dans ce pays. Donc, je crois qu'il faut réorganiser ça. Et des fois, tu n'es même pas en face. Tu vois, Non, ça dit tu envoies seulement. Mais on atteste que tu es né. on atteste à un individu de 42 ans qu'il est né. Et qui atteste? Il n'était pas là quand il était né. C'est un bourgmestre de Kasavubu qui atteste qu'il est un individu qui habite Mongafula, qu'il est né. C'est le bourgmestre de Kasavubu qui atteste qu'un individu de Mongafula est né dans ce pays. Et puis il est né. Donc, vous voyez, mon aîné Lokak a dit souvent, nous avons des sérieux problèmes. problème. Ah, ça. Identité nationale. Et au niveau, je vais finir, au niveau de nos forces, au niveau de l'armée. Monsieur le Président de la République, nous, MLC, nous sommes des mèches avec vous depuis toujours, nous vous accompagnons. Aujourd'hui, on peut tout dire de Paul Kagame. Paul Kagame, délinquant. Paul Kagame, bandit. Paul Kagame, tout ce qu'on veut. Mais, madame, qu'on se le dit, j'ai parlé sans émotion. S'il doit faire ça pour que son pays vive, mais ça n'engage que lui. C'est à nous d'organiser notre défense. C'est pourquoi j'insiste, madame, je demande à la RTNC de couper même cette partie d'envoyer au président de la République. Monsieur le président de la République, voici la réforme que moi je propose en tant que citoyen congolais d'abord. Le ministère de la Défense, l'autre fois mon colonel, le colonel Luangue disait, le ministère de la Défense assure de la mise en condition des unités. Ok, je suis d'accord. Il faut organiser les camps militaires, le social des militaires, les tenues, la ration au combat, tout ce que je veux. Le ministère de la Défense s'occupe de la défense des frontières. Ok. Je voudrais qu'en cette circonstance exceptionnelle que la République traverse, monsieur le président de la République, je veux que vous puissiez créer un ministère de la guerre. Cette fois-là, ce ministère ne va plus dépendre de, je ne sais pas, une chaîne, une léthargie de chaînes pour aller combattre.
On a un ministre de la guerre. Voyez un homme comme Jean-Pierre Bemba Gombo. Les gens, quand il est arrivé au pouvoir, les gens disent Igwe Bayimoto. Vous savez pourquoi on a dit Igwe Bayimoto? Igwe Bayimoto, l'image qu'on a gardée, c'est l'image d'un commandant de guerre. Ce n'était pas l'image d'un ministre de la Défense, un civil. Non, c'est l'image d'un commandant de guerre. Et Jean-Pierre Bemba, c'est un guerrier, je le dis. Je connais, c'est un guerrier. Il faut dans ce pays avoir un ministère de la guerre. Comme ça, vous avez lui. En cas de guerre, voici les responsables. Ils mènent les combats, accompagnés avec le président de la République et tous ceux qui accompagnent, évidemment, les commandants des opérations. C'est-à-dire, nous avons un ministère de la guerre en ce moment-là. Nous aurons la possibilité, madame, je l'ai dit avec tout mon cœur, nous aurons la possibilité de faire taire les hostilités enfantines, ces fantaisies qui ne fait que durer. Nous aurons la possibilité même d'annexer le Rwanda, parce que le pouvoir d'un président de la République, madame, est très fort quand les militaires sont bien payés, les militaires sont en forme, comme mon aîné le disait ici, vous avez les fantassiens, vous avez les paracommandos, vous avez les commandos, vous avez les maristes. Quand ils sont formés, vous avez un peuple qui soutient le président de la République, comme c'est le cas en Chine. Si le peuple est avec le président de la République, comme c'est le cas aujourd'hui, Tshisekedi a l'amour du peuple. Si les militaires sont avec le président de la République, l'assaut patriotique entre les militaires et les civils, nous allons entrer. Moi, je serai le premier au front, numéro 1. Oh, vous me donnez les mitraillettes, vous m'apprenez comment dire. Je vais entrer au Rwanda. Je vais cibler Kagame, je tire sur Kagame, parce que finalement, ça n'est de trop. Kanyabanyang tombe, toutes ces choses, ce sont nos frères qui tombent. Les sangs de nos Congolais continuent de tomber. Merci. Et nous observons comme si rien ne se faisait. Donc nous devons faire ça pour que finalement on nous respecte. Merci beaucoup. Je vois. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, la RTNC de développement, par son émission Forum des médias, est plus que déterminée pour en découdre avec tous ces propos, les stratégies. Monsieur le colonel, les stratégies à mettre en place pour terminer cette guerre. Merci, madame. Les amis ont pratiquement tout brossé. Et les stratégies que vous demandez. Madame, la puissance d'une armée dépend de sa force de frappe, 1, 2, de l'entraînement de son personnel, 3, de la motivation que ce personnel a pour conduire les opérations sur le terrain. Ça voudrait dire quoi? Lorsque nous parlons de réformes, chaque fois je parle de réformes ici, on me dit, nous avions quelqu'un de l'UDPS ici qui disait toujours, non, on a déjà commencé les réformes. Les recrutements, ce n'est pas la réforme. Le recrutement, c'est un des maillons, le premier maillon de la chaîne pour réformer l'armée. La formation. Madame, en 77, Kadhafi avait déclaré, il était, je crois, de passage à Burundi, s'il avait une armée que Mobutu a, il peut marcher sur l'Europe. Et là, nous avions la division Kamanyola, 41e brigade à Kisangani, des commandos. Et nous avions une réserve en Banzangungu avec Général Somao, l'artillerie, la force aérienne, avec 9 Hercule C-130. Ici, le président de la République, quand il est venu au pouvoir, il avait les diagnostics. Et il a hérité d'une armée, il le sait, il doit le savoir. Il a hérité d'une armée issue de la constitution des belligérants, et une armée infiltrée jusqu'au sommet. Et les infiltrés, nous les connaissons, ils sont connus. Même quand Mbosso dit, voilà mes amis, quittez les groupes armés. On les connaît, madame. Quand on a pris Lubero, une partie de Lubero, madame, je connais cette région pour y avoir été
Vous voyez, aujourd'hui, les Sud, ce sont les ADEF, et au Nord, M23, qui coupent. Kanyabayonga, c'est le verrou. Et là, la descente vers Beni, Butembo, 45 km. Et là, c'est après Beni, Nanga va directement jusque chez lui. Parce que la forêt de Mayangos, les massifs de Ruwenzori, qui débouchent jusqu'à Mambasa. Mais on est à Kisangani, c'est fini. Nous risquons de vivre le même schéma qu'emprunter l'AFDEL. Et donc, à des situations exceptionnelles, des réponses exceptionnelles. Je ne veux pas donner ici... Tout est allé ici, qu'on vienne, mais qu'on se rapproche de vous. Mais ce qui est certain, le président a quelque part les gens qui ne veulent pas qu'il gagne. Et il y a des gens qui veulent que M. Tshisekedi échoue. Ils sont là, malgré sa volonté. Madame, prenez d'abord la qualité des officiers qui sont commis à la chaîne de commandement. La plupart, ce sont des officiers brassés et mixés. Ce ne sont pas des gens qui ont été dans une académie militaire. Non. Comment voulez-vous quelqu'un licencié en relations internationales, il vient, bon, 6 mois, mais d'ailleurs même pas 6 mois, 3 mois, bon, colonel. On commence par colonel, et il commence toujours par colonel. Non, dans mon colonel, oui. Ils viennent tous, ils commencent par colonel. Wow. Ailleurs, ça ne se fait pas. Alors que vous, pour devenir colonel, vous avez... Beaucoup qui sont là-bas, il n'a jamais été adjudant, capitaine, major, non, il commence toujours par colonel. Et voilà le résultat sur terrain. Malgré la volonté des gens. Les effectifs dont parle le maître, ce n'est pas le seul facteur qui détermine la puissance d'une armée, non. C'est la qualité de la formation des gens et surtout l'entraînement. Donc, on a lui donné la mitraillette, il doit être entraîné. L'entraînement, c'est tous les jours, on doit s'entraîner. Vous avez dit que vous vous entraîniez même à l'île Mbamou, là. Mais nous, avec, quand nous étions au camp Tchatcha avec Mobutu, pendant la nuit, on faisait les exercices jusqu'à l'île Mbamou là-bas. Le champ de tir n'existe pas. Mais vous savez qu'il y a celui, quand Mobutu était en mauvais terme avec le président, je crois Marian Ngwabi, quelque chose comme ça, on a arrêté Ouattara, je ne sais pas comment il s'appelait là. Un commando congolais est allé la nuit à Brazzaville les prendre dans la prison. Sécurisé à Brazzaville, on l'a amené et le lendemain matin à la télévision, les Congolais, regardez les messieurs ici. Ils ont fait commando. On a traversé ici le fleuve Congo. Le corps d'Abiyaïma. Major Pika fait aussi les Madame, Madame, pourquoi ne pas prendre le colonel dans l'équipe Task Force? Mais c'est ce que j'allais même dire, si on vous proposait, mon colonel, que vous fassiez partie de cette équipe de Task Force. Écoutez, je vais être cité par... Je sais que vous êtes modeste, mais... Il faut d'abord... Ouais. Il faut... La réforme que nous avons souhaitée à des étapes, parce que pendant que nous faisons la guerre, nous devons aller en profondeur. Et en même temps, il faut convoquer les États généraux de l'armée. Comme a proposé Madame Amongo. Les États généraux de... Parce que vous avez l'avantage à ce qu'il y ait à chaque niveau, avec la pyramide de grades, chaque niveau est représenté de telle sorte que
chaque niveau donne les préoccupations. D'accord. Et à ce moment-là, on réunit un document complet. Donc, les problèmes d'abord, c'est la réforme doit s'inscrire dans la création d'une nouvelle armée, avec comme objectif nous débarrasser de tous ceux qui sont venus, je ne sais pas quoi, les mettre dehors. C'est ça l'objectif, notamment. D'accord. C'est ce que vous appelez les infiltrés. Et lorsqu'il y a une nouvelle armée, madame, mais on n'aura pas cette histoire-là. Et puis, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui compte. D'accord. Et quand je dis, par exemple, la compétence, c'est la somme des connaissances et des aptitudes. Mais si vous avez des connaissances sans aptitude, mais vous n'êtes pas compétent. Sur le terrain, mais c'est ce que nous voyons là-bas. Les gouverneurs du Nord Kivu. Moi, je l'ai suivi, il dit, nous, on ne nous a pas demandé de combattre. Oh. Oui, il a dit, on a suivi. Pas sa mission, oui. Ce n'est pas dans nos missions, nous respectons ce que le gouvernement nous dit. Et tout ça, c'est quoi? C'est le processus de Luanda que nous refusons, que nous avons récusé. Le processus de Luanda dit quoi? Que toutes les parties gardent leur position. Et vous savez, madame, c'est une diversion, je l'avais déjà dit ici. À partir du moment où on dit chaque parti garde sa position, mais la faveur va du côté de... Mais nous sommes agressés. Comment voulez-vous que nous gardions notre position? Non, mais c'est la trêve. Et nous aussi, nous applaudissons la trêve. Pourquoi produire la trêve? Donc, je pense que ce que nous devons faire, oui, pour terminer, d'abord l'amour de ces pays, oui. Et il faut avoir le goût du risque. Le goût du risque. Un militaire, c'est ça. Il faut le goût du risque, il faut risquer. D'accord. Et merci. Donc, c'est pourquoi dans cette réforme, nous avons souhaité à ce que Minembwe devienne une base militaire. Très bien. Une base militaire, Minembwe. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel. En tout cas, cela se passe sans commentaire. Nous avons parlé de notre pays et surtout les stratégies à mettre en place pour que cette guerre puisse enfin un jour terminer, pour que nous puissions remplir notre mission en tant que peuple, en tant que nation. Ici sur terre. Moi, je crois en la mission prophétique de la République démocratique du Congo. Quand je parle de la prophétie, je ne vois pas la religion seulement, hein, monsieur Herry, mais je parle du rôle que la République démocratique du Congo doit jouer parce que nous sommes un pays solution. L'a dit le président de la République, mais nous devons également être un peuple solution. Alors, pour être un peuple solution, suivez les analyses qui sont faites ici autour de ces plateaux. Ce sont des gens ressources, des personnes ressources. Et moi, j'ose croire que le président de la République a suivi avec attention cette émission. Et dans les jours à venir, les choses vont changer. Sûrement. Au revoir. On se retrouve avec le même élan patriotique les dimanches prochains. Merci.